Bonjour, Bonjour à tous. ravie absolument d'être avec vous ce matin. Alors, je suis Priscilla Rosé-Pagès, je suis cofondatrice et partenaire d'AgriLife Studio, qui est un start-up studio à impact dédié à l'agritech. On est en plein dans les sujets aujourd'hui. En fait, notre métier chez AgriLife Studio, je dirais, c'est trois choses. Un, c'est identifier les grands enjeux, les grands marchés autour de l'agriculture de demain, de l'alimentation saine et durable et du biosourcé. Vous voyez beaucoup de sujets présentés aujourd'hui complètement en ligne avec nous. Et en fait, c'est comment j'en suis arrivée là. C'est que moi, je suis, peut-être à votre grand étonnement, je ne suis pas ingénieure, je suis désolée. Je suis de parcours business, école de commerce, executive MBA à HEC, Sciences Po. On se demande pourquoi est-ce qu'ils m'ont invitée. Mon parcours de 25 ans d'expérience professionnelle a été surtout sur des fonctions stratégie, business développement, entrepreneuriat, impact et innovation. J'ai créé une entreprise dans les fintech 2005-2006, époque dinosaure pour vous, je n'en doute pas, que j'ai revendue, non sans difficulté, une femme dans le web, non ingénieure. J'ai eu un certain nombre de commentaires de financiers à l'époque assez corsés, mais je ne vais pas y revenir. Et puis j'ai rejoint le groupe Air Liquide en 2015. 40 ans, quête de sens. Je leur ai dit, prenez-moi comme stagiaire, parce que j'ai envie. Donc j'ai augmenté la moyenne d'âge d'un coup pour créer du business à impact qu'on appelle l'inclusive business. C'est en fait du business sur le marché de la base de la pyramide, qui sont les 4 milliards de personnes qui gagnent moins de 10 $ par jour dans le monde. C'est un marché énorme, en fait. Et mon job a été de repenser le cœur business du groupe Air Liquide. L'oxygène de soudage, comment le rendre accessible aux ferrailleurs informels au Maroc. On a travaillé là-dessus. L'oxygène médical, comment le rendre accessible aux petites structures de santé, qu'on appelle les centres et postes de santé en Afrique. Ou encore des solutions de conservation en froid pour les petits pêcheurs aux Philippines avec de la carboglace ou du CO2. Les challenges étaient multiples, économiques, comment être profitable, logistique, politique et technologique. Et j'ai bien évidemment travaillé avec beaucoup d'ingénieurs. Et la contrainte créant l'innovation, nous avons réussi aujourd'hui, ça fait partie du plan strat du groupe Air Liquide. Et puis après, rapidement, après ces 5 années, vous en doutez, passionnantes, je suis devenue directrice d'investissement dans le fonds corporate du groupe Air Liquide. Passionnant également, investissant dans le biométhane, l'aéroponie ou encore la santé. Et il y a 1 an, j'ai fait une rencontre absolument géniale, qui fait que j'ai rencontré mon partenaire, en fait, avec qui j'ai créé AgriLife Studio, parce qu'il y a un vrai besoin, une vraie quête de sens, en fait, vraie volonté de travailler sur ces grands enjeux qui sont comment contribuer à l'agriculture de demain face au changement climatique. Enjeu de dingue. Voilà. Et c'est ça qui nous aligne et c'est ça qui fait que j'ai quitté Air Liquide pour créer AgriLife Studio. Donc enchanté. Bonjour à tous, je m'appelle Ronan. Je suis un peu ému d'être ici parce que il y a 15-20 ans, j'ai failli faire un PhD et au final je ne l'ai pas fait. Et je me demandais vraiment ce qu'il fallait que je fasse dans ma vie. Du coup, pour éviter d'avoir à choisir, je me suis dit que j'allais faire plaisir aux autres gens, donc tous les gens qui me disaient à peu près ce qu'il fallait que je fasse. Donc j'ai passé 10 ans à essayer d'être normal, donc avoir des jobs normaux, donc être consultant, être patron d'usine, être patron de la supply chain. Les jobs, ça allait un peu, mais par contre, la nuit et les week-ends, j'allais au hackerspace, ou alors j'étais dans des groupes de hackers un peu, voilà, qui essayaient de faire des trucs. Et en fait, au bout de 10 ans, je me suis dit, mais en fait, Renan, quand même, quand tu avais 7 ans, tu as démonté la télé des parents, tu t'es fait engueuler parce qu'il y a 1 mois ou quand tu avais 12 ans, il y a l'équivalent du salaire de ton père qui est passé en facture internet, parce qu'à l'époque, on payait à la minute. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, ouais, et puis tu mets des chemises, mais la nuit et le week-end, tu mets des hoodies et tu vas faire des trucs avec les mecs qui font du hack. Donc il y a un moment, on va falloir s'y mettre. Et donc j'ai créé mon entreprise. Moi, le déclic créatif dont Xavier parlait, c'était que je trouvais que les gens n'étaient pas très contents à leur job, en fait, en moyenne. Surtout les gens qui n'ont pas beaucoup de chance dans la vie. Et donc, je me suis dit, on va juste créer un algorithme et on va remplacer les RH pour dire qui doit faire quoi, globalement. Parce que je pensais que c'était un problème plutôt mathématique. On a fait plein d'erreurs en 3-4 ans, mais à la fin, ça a très bien marché. On est allé à San Francisco, on faisait beaucoup de recrutement, notamment au Brésil, et j'ai découvert la Silicon Valley, et des gens ont racheté ma boîte, donc des gens ont racheté mes parts. Et là, je me suis retrouvé, j'avais un peu d'argent, chose que j'avais jamais eue dans ma vie, et puis c'était pas vraiment dans le plan, en fait, c'était pas le sujet.
Et 4 semaines après que j'ai eu de l'argent sur mon compte, ma femme m'a dit « Renan, tu tournes dans le salon, comme ça. Et c'est très très chiant, donc il faudrait que tu trouves quelque chose à faire, si c'est possible. » Et je me suis dit « Ok, bon, j'ai passé 10 ans dans les usines, j'ai vu un peu la tech à San Francisco, on va essayer de mettre de la tech dans les usines. » Vous voyez le truc un peu. Et donc j'ai créé OSS Ventures, il y a maintenant un peu plus de 3 ans, qui est un fonds d'investissement et un startup studio qui donc soit crée des startups, soit investit dans des startups qui mettent de la tech, voire de la deep tech, voire ce que nous on appelle la frontier tech, donc des trucs vraiment complètement incroyables, dans les usines. Donc voilà, ça fait presque 4 ans, 3 ans et demi. On a créé 15 boîtes, on a investi dans 4 boîtes, et en tout, on est dans 1200 usines. Il y a un peu plus de 500 personnes qui travaillent dans l'ensemble de ces entreprises. Et si j'essaye de résumer ce qu'on fait, on essaye que les rêves de tous les entrepreneurs et tous les trucs un peu complètement fous qu'ils disent, on essaye que ça arrive dans la vraie vie. Voilà, avec du capital et aussi avec toute une équipe qui essaye de faire de ça une réalité. Exactement, c'est vraiment en fait la difficulté, et tous les intervenants ont présenté tout à l'heure, c'est de se dire comment je passe du labo à la réalité, comment je passe de l'idée. D'abord, il faut y aller, ça c'est vrai, il faut oser y aller, mais après, il faut des écosystèmes pour créer tout ça. Et le modèle du Startup Studio, comme celui de Ronan ou comme AgriLife Studio, nous paraît franchement extrêmement pertinent. Et j'ai quand même oublié quelque chose en me présentant tout à l'heure, parce que je vous sentais un peu inquiet du fait que je ne sois pas ingénieur agro. Rassurez-vous, mon partenaire, qui est donc ma super rencontre, c'est un ingénieur agro. Ouf. Voilà, je voulais juste vous rassurer quand même. Peut-être un petit exemple, du coup, pour passer de l'idée à la concrétisation de ce que nous faisons. Alors, un exemple chez AgriLife Studio. On parlait, c'est que Xavier, je crois qu'il parlait de la biodiversité. Enfin voilà, un enjeu de dingue. L'actualité nous en parle, le pacte vert européen. Il y a quelques mois, l'Europe a mis la biodiversité au centre, en fait, véritablement de ces enjeux, avec un horizon à 2030 d'amélioration de la biodiversité. Donc cet enjeu-là, c'est ce que l'on veut traiter chez AgriLife Studio. Donc on a rencontré une team de 3 personnes, dont un chercheur particulièrement brillant. Ils sont tous brillants, je n'en doute bien évidemment, et en fait qui a développé un procédé combinatoire spectroscopie / métagénomique, vous voyez, je peux quand même parler un petit peu technique, pour travailler sur, en fait, ce qui nous paraît extrêmement important, c'est l'analyse de la biodiversité. Concrètement, notre job, là, c'est quoi, en tant que Startup Studio? En fait, c'est les aider à identifier les marchés d'application, en fait, et les bons business models. Là, aujourd'hui, en fait, dans leur marché d'application test, ils se disent fourrage, analyse de la fermentation. Effectivement, c'est un vrai sujet pour les animaux, par exemple. Si je prends le cas de la vache laitière, elle mange un mauvais fourrage, elle ne produit pas beaucoup de lait. Conséquence pour l'animal, mais conséquence pour l'agriculteur qui fait moins de chiffre d'affaires. C'est un marché d'application intéressant. Mais nous, ce qu'on a vu derrière, et notamment grâce aux mentors, ce qu'on a dans les écosystèmes de Startup Studio, on a des experts qui nous entourent. On a un expert biotech qui nous a dit « mais ce truc-là, franchement, c'est un truc de dingue ». On peut travailler sur l'analyse du sol, la méta, le biochar, l'eau, donc enjeu majeur. Donc en fait, c'est ça. On est en train de travailler du coup sur comment ça devient une réalité, et comment on peut en faire un business model et comment se positionner. Notre deuxième job, c'est toujours avec nos chercheurs et nos mentors biotech, c'est de se dire, OK, d'analyser ce qu'on appelle la TRL, le niveau de maturité de la techno. Qu'est-ce qui est avec un premier go-to-market intéressant? Aujourd'hui, sur le sujet du fourrage, c'en est un. Mais si on veut aller sur la biodiversité, il y a encore du job à faire. Donc, on est en train de voir cet agenda et ses besoins de financement. Troisième action que l'on fait avec eux, c'est l'impact. AgriLife Studio, on est start-up à impact. Et ce n'est pas un mot comme ça, je vous assure que c'est vraiment un alignement. Ça veut dire qu'en fait, on travaille avec une plateforme pour identifier dès le départ, de manière granulaire, sur qu'est-ce qu'on va mettre comme critère d'impact que l'on doit suivre dès le départ. Et c'est essentiel aussi pour la valorisation de la start-up, et je pense que tu es d'accord avec moi, lorsqu'à un moment donné, on ira en série A ou en série B, les investisseurs cherchent ces critères de start-up, ces critères d'impact, il faut les rendre tangibles. Et la quatrième action qu'on fait, c'est la team, c'est la partie RH. Vous parliez de la multidisciplinarité qui est clé, c'est une évidence. Et en fait, cette team, elle est bien évidemment super. Le chercheur, ça fait plus de 10 ans qu'il travaille sur cette partie-là. C'est le chercheur entrepreneur, fondateur. Mais en fait, nous, notre job, c'est d'essayer de voir quelle est la team complémentaire, pour toutes les raisons évoquées tout à l'heure. Cette team complémentaire, notamment, il y a besoin d'un exec.
d'un mec marché, d'un mec qui connaît le terrain, qui sait aller vers... Et c'est peut-être d'ailleurs potentiellement un CEO, mais c'est pas grave. Il y a plein de postes possibles. Donc là, c'est ce sur quoi on est en train de travailler. Donc peut-être pour conclure, parce que je suis un peu longue, je parle beaucoup, il ne faut jamais me donner un micro. Peut-être pour conclure, en fait, je dirais quoi? Je dirais que vous avez de l'or dans les mains. Franchement, et c'est un ingénieur qui vous le dit, vous avez de l'or dans les mains parce qu'avec la deep tech, on peut challenger énormément de sujets. Je l'ai fait pour rendre accessible l'oxygène médical pour les petites structures de santé. On va le faire chez AgriLife Studio. Et en fait, que vous souhaitiez être le CEO, le CSO, entrepreneur, mais un team member aussi. Honnêtement, on a besoin de vous. Et en l'occurrence, chez AgriLife Studio, moi, j'ai besoin de compétences comme vous. Hein, donc, welcome. Voilà, merci beaucoup. Merci. Moi, je vais vous raconter une histoire vraie, sur Full Speed Automation. Bien sûr, bien sûr. Une histoire de Full Speed Automation. Donc, Full Speed Automation, c'est une des entreprises qu'on a quasiment co-créée. On a investi assez massivement dedans. Le premier truc que je voudrais vous dire, c'est regarder partout autour de vous, là, partout. En fait, tout ce que vous voyez, tout ce que vous portez, tout ce sur quoi vous êtes assis, tout a été construit dans une usine. Voilà. Qu'en fait, tout vient d'une usine. Ce que ça veut dire, c'est que si on veut changer le monde, il faut changer la façon dont on produit. Or, il y a eu beaucoup moins d'innovation dans ce qu'on appelle le hardware, c'est-à-dire les choses physiques, que dans le monde du digital dans les 20-30 dernières années. Alors pourquoi? C'est pas parce que les mecs du software ils sont plus intelligents que les autres, hein. J'en étais, donc c'est n égale 1, mais bon, ça vous renseigne. C'est parce qu'il y a eu la loi de Moore, c'est-à-dire que tous les X années, on doublait la capacité. Et aussi parce qu'en fait, on peut, ce qu'on appelle dans le métier, scaler hyper facilement le digital. Ça veut dire, vous appuyez sur un bouton, vous prenez 5 serveurs de plus chez Amazon, c'est bon, le truc est fait, vous n'avez pas besoin de vous emmerder. Vous voulez faire x5 sur une production, bonne chance. Une des raisons pour lesquelles il n'y a pas cette scalabilité dans le monde physique, c'est que encore maintenant, si vous prenez l'ensemble de la valeur ajoutée de toutes les choses physiques, en moyenne, il y a à la grosse entre 30 et 40% d'humains. Voilà. Alors, avant, il y avait 90% d'humains. Donc c'est descendu de 90% à 30 à 40%, parce qu'il y a eu le moteur à explosion, parce qu'il y a eu l'électricité, parce qu'on a créé les machines-outils. Mais il y a encore 30 à 40% d'humains. Sauf que les humains, ils font plus exactement le même truc. Les gestes physiques, il n'y en a pas tant que ça. Le vrai humain qu'il y a dans tout ce que vous avez autour de vous, c'est de l'humain qui va essayer de parler à des machines, qui va essayer d'orchestrer des machines, qui va faire de la programmation sur les machines, qui va faire en sorte que en fait, les machines fonctionnent de la façon dont les humains veulent qu'elles fonctionnent. Créer des nouvelles machines, etc. Et donc ça, c'est un des trucs qui fait que la production physique dans le monde, ça ne scale pas, et que du coup, vous êtes assis sur une chaise, je vous mets 30 ans en arrière, globalement, les chaises, c'est les mêmes, alors qu'il y a 30 ans, il n'y a pas de smartphone, il n'y a pas de digital, il n'y a pas Internet, il n'y a pas Google. Donc on voyait ça et on réfléchissait, on était dans ce moment de créativité. Et il y a Luc Leroy qui est venu nous voir. Et donc Luc Leroy, ancien numéro 13 de Tesla, j'en profite pour dire que chez Tesla, il y a plein de Français, il n'y a que ça, que des Français chez Tesla. Et il vient nous voir et il dit, je vois le même truc que vous, et moi j'ai une idée, c'est que les machines elles vont s'autoprogrammer sans nous, quelle que soit la machine et quels que soient les types de machines. On a dit ok, on va essayer. Et c'était le début de Full Speed Automation. Et donc Full Speed Automation, un des trucs assez marrants, c'est que je pense que c'est une des seules boîtes dont le siège social est à Angers et qui fait toutes ses ventes dans la Silicon Valley. Donc il y a 10 PhD qui sont à Angers et qui codent des trucs et après on vend à Tesla. Donc c'est plutôt pas mal. Puis ça fait, pour la balance commerciale, ça fait revenir des dollars. Donc on s'est dit que c'était bien. Ça a pris une team de 10 PhD et 4 innovations fondamentales. Je crois qu'on a des brevets qui sont en cours d'être déposés. Mais maintenant, on arrive à ce qu'on dit à la machine ou au robot « pick the blue box », et quelle que soit la blue box, quelle que soit là où elle est, quelle que soit la forme de la blue box, et sans avoir été programmé, le robot, il pick the blue box. On peut dire aussi, quand le robot Schneider, il y a ça qui s'est passé, alors le robot Siemens, il faut qu'il aille par là. Et ça, la machine le comprend, les machines le comprennent, le code est autogénéré en temps réel, et les machines peuvent apprendre elles-mêmes à faire ça.
Alors, est-ce qu'on est à la scalabilité dans le monde du physique par rapport au monde du software? Pas encore. Mais on y travaille, et surtout, il y a déjà des premiers clients. Donc les premiers clients, c'est Tesla, c'est Renault, c'est toutes ces boîtes-là. Et en fait, qu'est-ce que nous, on a appris dans ces quelques années, depuis qu'on a participé à Full Speed Automation? Déjà, pour que ce soit possible, il faut tout le temps de la deep tech. Donc on est allé chercher de façon sélective des technos dont on n'était pas sûr qu'elles existaient, pour essayer de régler le problème et le problème business qu'on avait identifié. Donc parfois, faire une entreprise, c'est un puzzle avec plusieurs parties de deep tech. 2, ce que Vercor a dit, interdisciplinarité, est hyper important d'avoir plusieurs personnes. Et 3, il faut de l'argent. Donc c'est pour ça que tu es là, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'il y a des investisseurs, et c'est pour ça que BPI est là. Voilà, donc si vous voulez visiter à Angers, la seule usine qui exporte en Californie du software, vous êtes les bienvenus. Voilà.